Bonjour. Marcel Sévigny, militant de Pointe-Saint-Charles. Ce matin, dans notre atelier sur la question de la démocratie locale, on a quand même abordé l'idée d'action de type alternatif pour élargir la question de la démocratie, entre autres, par exemple, des actions, soit de désobéissance civile, de blocage, effectivement, qui ont été mentionnées par... Alexa a mentionné tantôt, a parlé de transgression, des normes de fonctionnement de l'État, etc. Et la question que je posais, finalement, à tout le monde, c'est est-ce que vous pensez qu'on... on devrait commencer, on devrait se donner finalement dans l'ensemble de nos organisations, que ce soit syndicales, mouvements sociaux, etc., un objectif pour développer en fait des moyens de transgresser le fonctionnement actuel et pour arriver finalement à faire débloquer une conception démocratique en fait qui est complètement bloquée actuellement. Autrement dit, les manifestations qu'on peut faire dans la rue ou les pétitions qu'on peut signer, l'État ou les grands dominants de la société, ça les énerve plus pantoute. Quand ça chauffe un peu, on envoie la police et puis on arrête ça là. Ils réagissent de cette façon-là souvent parce qu'ils ont peur. Et est-ce que, effectivement, on ne devrait pas enclencher un mouvement de réflexion, de sensibilisation pour trouver des nouveaux moyens alternatifs pour mettre en place, en fait, un nouveau type de démocratie basé sur l'auto-organisation des groupes, des citoyens organisés dans leur quartier de façon autonome? Je pose la question à tout le monde. Je pense que c'est évidemment de l'auto-organisation sur un plan local et de façon démocratique pour mettre en place des alternatives. Ça me semble être un moyen d'action, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un moyen d'action. Je pense que dans l'état actuel des choses, il faut envisager une panoplie de moyens d'action et pas un seul. C'est évident qu'il va falloir déranger. En tout cas, on a été habitué à un gouvernement qui n'entendait pas grand-chose et on verra. Mais enfin, pour l'instant, ils ne sont pas très, très développés du côté de l'écoute ou de l'oreille. Donc, on doit déranger. Et c'est vrai que... si on regarde ce qui a marché dans la grève étudiante, il y a eu beaucoup d'actions de perturbation socio-économique. Il y a eu une forme de mobilité qui ne peut pas se reproduire dans tous les groupes, mais je veux dire le fait de ne pas être là où on nous attend, d'une certaine façon, d'être dans le port ou à la bourse plutôt que à la porte des universités ou des cégeps. Il me semble que ça peut... il faut changer peut-être nos cibles. Je voudrais arrêter d'aller faire une manif au bureau du premier ministre ou diversifier un petit peu et retrouver une forme d'insolence qu'on a beaucoup perdue dans les groupes communautaires, les syndicats ou les groupes de femmes. Et ça va, évidemment, cette forme d'insolence, être là où ils ne nous attendent pas, d'une certaine façon, ça va effectivement contribuer à la perturbation, ça va contribuer au renouvellement de notre répertoire d'action et ça va contribuer aussi à la consolidation d'organisation d'opposition. Parce qu'il faut, il faut tout. Je partage avec Diane l'idée de la diversité d'un ensemble de moyens et puis qu'on ne s'enferme pas dans un seul méthode de travail. Il y a beaucoup de travail pour soulever la sédimentation juste dans nos esprits qui est important à faire et ça peut arriver par l'art, ça peut arriver par
comment on dit ça, juxtaposition d'idées, d'images qui peuvent faire en sorte que ça nous déterre un petit peu les chemins établis, mais en même temps, on a besoin de formes vraiment plurielles. Mais je pense que là où, mettons, la question de Marcel, ça soulève la question plus globalement du confort des organisations établies comme les groupes communautaires, comme les groupes de femmes, comme les syndicats, avec ces différentes formes. Et ça, je dirais que, par exemple, chez nous, à la FFQ, on entre dans une période de révision de nos pratiques assez profonde. On va faire un bilan dans un mois de nos stratégies et nos tactiques des 10 dernières années en vue d'un renouvellement que je souhaite porteur de l'avenir. Et pour les organisations qui sont plus traditionnelles, qui ont eu une pratique qui s'est développée dans le temps, c'est pas toujours quoi faire avec l'émergence des collectifs affinitaires et toutes ces affaires-là qui n'ont pas besoin de fonctionner sur les mêmes bases, les mêmes ententes. Moi, je fais le pari que si nous trouvions des espaces d'échange de pratiques et d'exercer des espaces de pratiques alternatives ensemble, ça serait sain et pour les organisations plus traditionnelles et pour les milieux de collectifs de toutes sortes. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à ne pas rester prise dans les peurs de l'association avec l'inconnu et avec quelque chose qui nous semble souvent comme étant un petit peu plus éphémère, mais c'est aussi ces espaces-là d'où vient souvent l'air dans nos organisations en ce moment. Donc, je pense que c'est important qu'on ne s'enferme pas, les groupes plus formels, dans nos pratiques plus historiques. Merci. Peut-être réagir sur la géographie de la question, je dirais, parce que Marcel a posé la question des quartiers. C'est peut-être bien personnel, mais on dirait que ça me préoccupe moins de savoir si c'est alternatif, alter autre chose, collectif, autogéré, mais où ça se passe, il me semble que c'est important. Alors, probablement plus avec le gouvernement actuel au Québec, on va vivre des enjeux de droit ou de déni de droit organisés au niveau local, urbain, régional, bon. Et c'est pas la même chose que la déconcentration ou la décentralisation. Alors, je suis en train de lire Benjamin Barber qui a écrit un livre en 2013 qui s'appelle « If Mayors Ruled the World ». Et alors, c'est un petit peu, ça nous fait bidonner un peu. On se bidonne au Québec, on se dit, oui, les maires, tu sais, à l'heure de la commission Charbonneau. Mais il donne quand même quelques exemples intéressants, notamment, et celui-là m'a vraiment frappé, je résume en 3 lignes, le réseau européen des villes et villages s'enorgueillit d'avoir décrété chacun sur son territoire municipal ou urbain l'équivalent, pour faire court, de Nobody's Illegal. Alors, ils ont dit, mais tu sais, que Schengen, pas Schengen, les conventions internationales, le droit européen, et quoi encore? Bon, écoutez, là, nous à Munich, nous ici, nous là, nous dans le sud de l'Italie, on n'appelle pas Interpol, puis on met personne dehors. Et Barber dit... Ça a été, c'est l'épine dans le pied actuellement de la police européenne de ne pas pouvoir prévoir quelle ville ou quel réseau de villes ou quelle région ou quel réseau de régions va décider que la police ne bouge plus en ce qui concerne les irréguliers et que les hôpitaux sont ouverts. Ça coûtera ce que ça coûtera. Enfin, bon. Et je pensais aussi à l'exemple de la Fédération canadienne des municipalités. Je m'excuse, mais c'est le graffinage de la Fédération canadienne des municipalités qui fait que, comment s'appelle notre sémillante ministre fédérale, Lisa Raitt, a retiré les wagons DTT, CTT, DOT 111 qui s'appelle, hein, ceux qui transportent. C'est clair qu'entre cette décision, qui n'était pas au menu du gouvernement fédéral, et l'action
indépendante, je dirais, des ministres provinciaux des Transports. Ça s'est passé entre la Fédération canadienne des municipalités, les résidents des villes et Lisa Raitt. Bon, est-ce que ça va marcher? À quelle vitesse ils vont être retirés? C'est pas ça mon point. Mon point, c'est une espèce de disparition dans la distribution des cartes des gouvernements provinciaux dans cette affaire. Je trouve qu'au Québec, on a de la difficulté à non seulement... On a plus de difficulté à poser les petites questions que les grandes. Alors, on est très à l'aise pour poser la grande question de savoir, comme tu le disais si bien tantôt, mais là, je suis en train de devenir une bébé anarchiste. On peut t'acheter un costume aussi. Mais ça, c'est la grande question. La petite question, c'est qui occupe quel espace politique et qui est efficace. Et là, il y a un enjeu de géographie. Et je trouve que dans le vaste espace nord-américain, on est peut-être le territoire politique le plus mal à l'aise avec la question de la géographie, des droits, de la démocratie, et ça s'inscrit d'une certaine façon dans la foulée des commentaires de Marcel. Sur l'idée de la rupture et des ruptures qui ont été nommées à moult reprises, de moult façons, je vais l'amener avec une conjugaison avec la notion de changement climatique. Drame. Mais drame quand même que même, je ne sais pas si vous avez vu là, la NASA, des experts, une étude qui a été faite par des experts de la NASA, machin, qui dit « Notre civilisation s'écroule. Vous savez, il y a eu l'île de Pâques. » Ils sont rendus, là, eux autres, à parler comme ça, là, parce qu'il y a, il y a un enjeu. Donc, il y a une nécessité de rupture qui a un échéancier dans le temps. Quelque part, ça va être vraiment plus le fun, en tout cas, si on commence dès maintenant à faire les changements structurels nécessaires, que si on commence une fois que les ressources en eau, par exemple, ou les terres sont très amochées. On a vraiment tout intérêt à reconfigurer dès maintenant les infrastructures. Fait que, outre le fait que c'est un exercice intellectuel, populaire, démocratique, fascinant, il y a un enjeu de temps. Donc, il y a une espèce d'ordonnance d'efficacité, parce que sinon, on va s'en vouloir, puis il y a toutes les générations futures qui vont nous trouver très égoïstes, avec raison. Ceci dit, c'est une opportunité fascinante en soi. Fait que si on est en rupture avec le reste, puis on peut s'ancrer dans les droits, ça semble être l'espèce de terrain commun, c'est la dignité et l'exercice de l'ensemble des droits. Je pense qu'il y a aussi une question d'ancrage dans les réalités écosystémiques. Il y a par ça aussi une connaissance des écosystèmes. Je ne sais pas, peut-être que j'inviterais dans les moyens d'action quelconque à réorienter les lectures à qu'est-ce qu'on lit. Tu sais, là, qu'on lit combien de rapports gouvernementaux, de consultations, de machins chouettes, de trucs mûches, pas si déterminant que ça dans le réel. Sait-on quelle rivière coule, quel est le bassin versant, qu'est-ce qui pousse? Quel réel on choisit de considérer? Quel ancrage on choisit d'inclure dans nos choix de quotidien? Dans les luttes pour l'alimentation, par exemple, je ne sais pas si dans les 20 dernières années, on avait planté des arbres à noix, on aurait des noix. Dans comment on investit, qu'est-ce qu'on fait avec nos ressources. Ça a l'air un peu farfelu, ça a l'air un peu avantage, j'en suis consciente, mais il y a une réappropriation du tridimensionnel, de notre impact à nous dans le tridimensionnel, si on agit avec dedans, que je pense qu'il serait important de se réapproprier. Une rupture avec le fait que nous, on travaille sur des papiers, des ordinateurs, puis des réunions, puis du concept, puis qu'on peut intervenir aussi directement sur les territoires qu'on habite. Mais bref, puis que ces ruptures-là, puis exigent une reconfiguration, puis il y a une espèce de rôle de préfiguration à faire. De qu'est-ce que ça aurait l'air, ce pouvoir différent-là. Puis que je pense que les différentes organisations ici réunies, et moult eux autres, ont rassemblé au fil du temps des forces et des erreurs qu'il serait intéressant de partager et de reconfigurer, de s'offrir mutuellement nos forces, puisque nous avons un effort, une espèce d'exigence d'efficacité. Profitons-en pour mettre ensemble les forces qu'on a pour faire mieux assez rapidement, pour que les générations futures se posent des questions autrement plus philosophiques.